Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort? Toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée? Se marrer à nouveau d'une blague? En un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne... Vous vous souvenez? C'est le moment où... If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, Kate. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Dans l'épisode 10 du podcast consacré à Nona et ses filles, on rappelait que les séries françaises n'étaient pas nulles et qu'il n'avait pas non plus fallu attendre les années 2000 pour en voir de bonnes. Même si les années 90 et TF1 ont fait mal. Très mal. Combattre les idées préconçues, c'est important. Cela dit, il ne faut pas non plus se fourvoyer dans l'autre sens. Il y a bien des choses à reprocher à notre production nationale. Tout n'est pas parfait, loin de là. Une vision objective, c'est voir autant les bons points que les mauvais. Par exemple, dire que les séries françaises se sont améliorées est vrai. Pas seulement au niveau de l'écriture, on a déjà eu de très bonnes séries auparavant, ce n'est pas une nouveauté, même si on peut sentir qu'un changement de génération a pu apporter un vent de fraîcheur. Mais au niveau de sa production, avec des saisons qui reviennent régulièrement par exemple, on rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait attendre 2 voire 3 ans entre 2 saisons. Pour un art qui repose sur la répétition, la redondance et la création d'un rendez-vous, ça fait un peu tâche. Mais par exemple HPI, c'est 1 saison par an et on en est à la 4e. Parfait. Et Shérif, si on a attendu un peu plus d'1 an entre la saison 1 et la saison 2, la suite c'est tous les ans pendant 6 saisons. Une vraie et belle régularité. Ce ne sont pas les standards américains avec leurs 22 épisodes par saison, mais ce n'est pas la même industrie, la comparaison n'a pas de sens. Et en plus, ils réduisent drastiquement les saisons, donc même chez eux, ça n'a plus tant de sens. On sent aujourd'hui que les quotidiennes, type Ici tout commence ou Plus belle la vie, ont fait du bien dans cette accélération nécessaire. Produire 5 épisodes par semaine, ça demande de l'organisation et de l'endurance. Et pas une vision à court-termiste qui ressemble trop à « on diffuse et on verra après ». Encore aujourd'hui, on sent parfois cette logique de prototype dans notre production. Les séries françaises sont parfois des bouteilles lancées à la mer et les décisionnaires des naufragés qui attendent désespérément une réponse. Pour la vitalité d'un art et sa réactivité, on a connu mieux. C'est aussi dire qu'en dehors du polar, genre qu'on presse comme un citron, ça manque de tendance, ça manque de variation. Pour les accros à Excel ou Notion, ça manque d'entrée et de possibilités pour organiser une vraie base de données avec relations. Trop souvent, nos séries sont des feux follets. Ok, de très beaux feux follets. Mais de par cette nature, une beauté fugace, qui passe sans laisser de traces autres que dans celle des mémoires aussi magnifiques soient-elles. Il faut plus de récurrence dans les genres, les thématiques, mais aussi chez les auteurs et autrices, que les noms se répètent davantage, et qu'on ne se limite pas à un petit tour et puis s'en va. Plus de Marc Herpoux, Hervé Admar, Frédéric Krivine, Lionel Olenga ou Virginie Braque, que ces noms soient aussi plus connus du grand public parce qu'ils composent le paysage français. L'art sériel mérite qu'on s'y investisse, pas seulement qu'on le visite. Par exemple, Clémence Madeleine Perdria, une autrice touche-à-tout au CV hyper impressionnant, qu'on va célébrer dans cet épisode avec sa série Irrésistible. Irrésistible, c'est le nom de la série, même si elle est aussi irrésistible, c'est vrai, la série. Pas Clémence Madeleine Perdria, enfin, pas que... Bref, vous avez saisi. C'est le moment où on raconte sa rupture. Je suis désolée, je comprends pas, ça n'a aucun sens. J'ai réfléchi, je pense que le mieux c'est qu'on arrête. Mais pour de bon. Ma façon, moi, d'être avec toi, c'est d'être totalement sincère, mais quand on est ensemble. Mais arrête tes conneries, si tu voulais vraiment être avec moi, déjà tu serais plus rassurant. J'en peux plus de me justifier, en fait, c'est fini. C'est fini. Voilà. C'était comme toutes les ruptures, ça manquait de panache. Saison 1, épisode 3. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Irrésistible, la série raconte l'histoire d'Adèle, créatrice de podcast, qui rencontre Arthur, mathématicien. C'est le coup de foudre entre les deux, sauf que c'est aussi la matérialisation d'une sorte d'angoisse pour la jeune femme qui peine à respirer en présence du jeune homme. Rien qu'avec ce pitch, la série réalise une chose que l'on voit trop peu dans les séries françaises,
mettre de la fantaisie dans notre monde. Pas celle des Hobbits, du Disque Monde ou de Conan le Barbare, celle qui imagine notre monde avec un pas de côté. Notre production nationale est très Jean-Michel premier degré. Alors que cette fantaisie féerique, presque poétique tout en ayant des choses à dire, c'est si délicieux quand c'est bien fait. Et là, c'est très très bien fait. On pense à OVNI dernièrement sur Canal+, qui avait aussi réussi cet exercice dans un genre et un style différents. Là, Irrésistible, c'est notre monde, notre époque, mais avec ce petit truc en plus. Ah, et Irrésistible est une comédie romantique. Oui, une rom-com. Un genre qu'on prend un peu de haut, pas toujours au sérieux, et dont on se moque beaucoup. Et c'est justement là que ce moment devient génial. Nous sommes à l'épisode 3, et Adèle continue d'être prise de crise en présence d'Arthur, où elle se met à respirer comme Stevie dans Malcolm dès qu'il témoigne son amour. Alors qu'ils marchent ensemble, mais à distance raisonnable, ils se retrouvent à proximité de la célébration d'un mariage. Bulles de savon et lancers de bouquets inclus, qui retombent, évidemment, dans les mains d'Adèle. La neige commence à tomber, et pris dans l'euphorie de l'instant, Arthur lui demande si elle veut l'épouser. C'est le début d'une crise pour Adèle, qui doit s'allonger sur un banc. Le mathématicien cherche une explication à ce cas étrange d'angoisse et demande si ce n'a pas un rapport avec l'ex de la jeune femme, Trésor. Alors Adèle lui raconte la rupture. Et c'est là que ça devient délicieux. La diégèse et l'extradiégèse se percutent et rebondissent. C'est-à-dire qu'on a le souvenir tel qu'il s'est passé comme un flashback, mais avec une Adèle qui occupe toutes les positions possibles de la narration. Personnage principal, témoin et omniscient. Ces commentaires vont briser le 4e mur, mais un 4e mur qui est autant le nôtre, elle regarde l'écran et s'adresse à nous, que celui d'Arthur à qui cette histoire est destinée. On a ainsi ces différents niveaux de schémas narratifs qui s'en mêlent, apportant un peu de fantaisie à ce qui n'aurait pu qu'être une séquence flashback classique à l'intérêt informatif. C'est une séquence qui se regarde elle-même. Pas par nombrilisme, mais parce qu'elle est à l'image de la série. Autant une histoire qu'une réflexion sur un genre, ici, la comédie romantique. Ce moment, pure fantaisie dans une narration pétillante mais linéaire, c'est les miroirs qu'on oppose et qui se reflètent à l'infini. Il y a l'histoire que raconte Adèle, qui est sa propre histoire, mais racontée d'une façon qui force le repli sur lui-même, dans une ambiance récréative et ludique. Mais cette dimension ne commence pas vraiment à l'instant où Adèle et Arthur sont sur ce banc. Elle débute un peu avant, lors de l'irruption du mariage dans la rue, puis la neige qui tombe. Ce petit côté artificiel, préfabriqué, n'est pas gratuit ou illustratif, ou mis là pour faire genre. Ces éléments viennent préparer la séquence, l'accompagner, mettre les spectateurs et spectatrices dans une certaine disposition, prêts à accepter le virage un peu surréaliste de la séquence à venir. Les flocons qui volent donnent l'impression d'être dans une boule à neige que l'on a secouée, une façon d'emprisonner le monde, de le figer pour mieux l'épier, le regarder, l'analyser. Une sorte d'encapsulation, moins dans un but sociétal ou politique, encore que, mais davantage dans une logique extrospective sur le genre de la comédie romantique. Adèle raconte sa rupture et la commente. Il y a déjà l'idée de questionner la rom-com, ses passages obligés, dans un mouvement autoréflexif. Arthur est un mathématicien et sociologue qui cherche à comprendre le phénomène lié à la dynamique amoureuse. Déjà dans ce personnage, il y a l'idée de mêler la science aux sentiments, de faire correspondre la réflexion aux émotions. On l'a dit, ce genre a ses détracteurs souvent cyniques qui n'y voient qu'une usine à guimauve célébrant des émotions basiques à coups d'histoires d'amour réchauffées. Une description étriquée qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, et surtout telle réelle valeur du genre quand il est bien fait. La comédie romantique possède ses contraintes, ses principes, et il faut savoir jouer avec, les embrasser, les contourner pour en extraire toute la richesse. Car une rom-com n'est pas soustrait de la réalité et observer son évolution permet d'apprécier aussi les changements dans notre société. C'est un genre politique, et ce n'est pas Marianne Lévy qui dira le contraire, autrice d'un livre sur le sujet, d'une mini-série sur Netflix, Christmas Flow, et de romans. Lisez-la. Cette séquence d'Irrésistible montre combien on peut s'amuser avec le sujet, s'amuser avec une histoire d'amour. Dès son pitch, une demoiselle en détresse qu'il faut sauver, sauf que c'est le prince charmant qui génère cette détresse. Amener un peu de fantaisie qui manque tant aux séries françaises. Enfin, Irrésistible marque peut-être une autre consécration, la naissance d'une autrice. Clémence Madeleine Perdria n'a pas attendu Irrésistible pour en être une. On parlait de CV impressionnants, laissez-moi vous l'énumérer.
co-créatrice de Nona et ses filles, à la direction de l'écriture de la saison 2 d'En Thérapie, a participé à OVNI, l'écoute de Dieu, Split ou Tapis, et si cela ne suffisait pas, elle est l'autrice de la série de livres pour enfants, mais pas que, La vie de château, dont elle a réalisé l'adaptation en animation, et elle enseigne à la Fémis. Avec un quart de ce CV, n'importe quel scénariste posséderait un réel et mérité sentiment d'accomplissement. Dans Irrésistible, on retrouve comme une appétence pour cette fantaisie qui pimente la réalité. L'idée que pour dire des choses, on n'est pas obligé de prendre une route directe, mais qu'on peut se laisser aller sur des chemins annexes. Que le réalisme brut n'est pas l'unique moyen, qu'un ton unique n'est pas un absolu. En regardant Irrésistible, j'ai trouvé, ou retrouvé peut-être, la versatilité et l'imagination d'un David Ickeley. Le vrai, celui de Picket Fences, Ally McBeal ou Boston Legal. Pas celui de Big Little Lies. Cette même façon de conjuguer le politique, le sociétal, l'émotion avec un imaginaire légèrement décalé. Comme jouer avec les narrations et faire le commentaire de sa propre séquence. C'est le moment où ça ne manque pas de panache. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!